let's talk about trade. The fact that President Trump is reportedly delaying its decision on imposing tariffs on Europe. Are you relieved by this decision? Well, first of all, we have a Eurogroup meeting, and I'm going to present the forecast for the EU as a whole and for the Eurozone. They're already known. They showed that the European situation is quite solid. Also, we see a slowdown in growth. And this slowdown in growth is mostly, not only, explained by trade tensions. And so whatever shows that those trade tensions are not going to be stronger, bigger, more difficult, has to be considered as good news. Or I would say the contrary. More trade tensions would be bad news. So there is a dialogue ongoing between the EU and the United States, and we want this dialogue to be fruitful, constructive, but also each of the two parts have to defend their own interest. If I come back to the forecast, I think that from then we need to do two things. First, to be prepared to whatever situation happens, and that means be also ready to have a more coordinated approach of our economic policies, and also to strengthen the Eurozone and to have a stronger, more coherent EMU. And for that, we need first to establish a clear, credible backstop for the Single Resolution Fund based on the ESM. And we also need to define a budgetary tool which can be capable of boosting investment in whatever circumstances. That means as well in good times and bad times. And this is why the Commission is still in the idea that the stabilization function is absolutely key. And I will repeat that on and on in this meeting. Mr. Salvini, once again, their primary surplus. Sorry? What do you have to say about the decision of the Greeks to present a plan to change their primary surplus targets by 1 point? We're in the process of assessing these measures for 19 and 20, and we will do that in the framework of the Enhanced Surveillance Report, which will be delivered in due time. Due time is not today. I will just make two observations. The first one is that since Greece is not anymore in a program, the Greek authorities had the full responsibility to present their own decisions. But being an enhanced surveillance, they have also to take into account the impact on surpluses that these measures can have. So that's why it's in everybody's interest to keep on dialoguing. And that's what we are doing with the Greek authorities. We are of course, in constant contact with them. And this dialogue must be based as well on the fiscal impact of the measures, but also on their effect on growth and social inclusion, because we believe that more growth and more social justice, social fairness, is of high importance for the Greek people after quite many years of difficulties, if not suffering. Are you worried about the recent move in yields, in Italian yields to be precise? And do you think you will have to update your own economic forecasts as a result? I never comment the moves in the market. But what I know is that there have been some, I would say, declarations recently that might have created that move in the yields. I'm not going to comment these declarations because they are made precisely, I imagine, to be commented, and so I'm not going to give the pleasure to create any kind of controversy with anybody. But one thing is clear is that it's in Italy's interest to have a credible fiscal policy in order precisely to be capable of having a decent financing for investment and growth. And furthermore, Italy being Italy, which is one of the most important, biggest countries inside the Eurozone, it's also a matter of common interest for the Eurozone as a whole. And that's why, of course, we are carefully watching the situation. Again, there is no decisions to be taken today,
but we will have to come back on that and to assess the compliance of Italy with the commitments taken. And we will do that after the European elections in the framework of the European semester. And for that, we're going to take into account as well the results for 2018, what has already been done for 2019, and the things that are foreseen for 2020. Must recall that in our forecast, growth in Italy is supposed to be very weak in 19, a bit better in 20, but it has to be really checked and consolidated, and that the fiscal results show a deterioration with a deficit forecasted at 2.5% this year and 3.5% next year. So we will have a bit of food for thought and discussion. Mais est-ce que, à votre avis, l'Italie peut se permettre 140% de dette, comme M. Salvini a dit? Nous considérons que 130% est déjà beaucoup. Et les discussions que nous avons eues avec le gouvernement italien en décembre, qui ont été longues, pas faciles, mais aussi constructives, étaient basées précisément sur l'idée que l'Italie avait atteint un point haut dans son endettement et qu'il fallait qu'il y ait un rapport entre l'endettement de l'Italie et les mesures budgétaires qu'elle prenait. Ça me paraît une solution sage et c'est sur la base de cette discussion qui s'est conclue par un accord entre la Commission européenne et le gouvernement italien, mais validé en vérité par l'Eurogroupe, que je continue à raisonner. Je n'ai aucune raison de penser autrement et je continue de penser que la dette est toujours l'ennemi de l'économie. Chaque euro qui est consacré au remboursement de la dette est un euro qui est perdu, en vérité. Perdu pour l'emploi, mais aussi perdu pour les services publics. C'est un euro en moins pour l'éducation, un euro en moins pour la justice. C'est un euro en moins pour donner un revenu décent aux Italiens qui en ont besoin. C'est un euro en moins pour améliorer la situation des retraites. Et donc, contrôler la dette, c'est vraiment assurer que l'économie marche mieux. Et je pense que c'est là aussi d'intérêt commun. Encore une fois, l'intérêt de l'Italie elle-même, c'est d'avoir une dette qui se réduise et c'est d'avoir des déficits contrôlés. Et compte tenu du fait que nous sommes une zone euro, avec ses règles, il est tout à fait important aussi que ceci soit respecté, c'est d'intérêt général. Voilà pourquoi, je le redis, nous allons examiner la conformité de l'Italie avec les règles du pacte de stabilité et de croissance. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, je ne vais surtout pas me livrer à je ne sais quel commentaire en pleine campagne électorale, ça ferait trop plaisir à ceux qui nous attendent, mais nous le ferons le moment venu dans le cadre du semestre européen, après les élections européennes, en prenant en compte à la fois les résultats pour 2018, ce que nous savons de 2019 et puis les prévisions pour 2020. Et il faudra que nous discutions de tout ça dans un esprit qui est le même que celui de décembre dans mon esprit, c'est-à-dire sérieux, construction. What are the chances of seeing Italy in a recession by the end of the year? Well, I will repeat to the Eurogroup forecast that I presented on the 7th of The May. forecast is 0.1%. This Of forecast recession. are 0.1%. 0.1% is not a recession. And for 2020, we imagine, or we forecast, a growth at something like 0.7%, which is a bit better, but of course not sufficient. And what we really would like to see is Italy being capable of raising its as well nominal and potential growth for the sake of Italy, for the good of the Italian people, because we love Italy and we want a prosperous Italy, and we want an Italy which is at its place at the heart, the core of the Eurozone, with a strong economic position. Dernière question. Ouais. Au-delà de l'Eurogroupe, vous diriez que la question cruciale aujourd'hui en Europe, est-ce que c'est la question économique ou bien est-ce que c'est la question migratoire par exemple ou bien la question identitaire? C'est quoi la question en Europe aujourd'hui? Je pense que toutes les questions en fait sont liées. Le message que je vais répéter à l'Eurogroupe, c'est au fond que nous sommes tout de même sortis de la crise économique. Et quand je regarde la croissance, elle est là partout, dans tous les pays d'Europe. Elle est présente, elle ralentit, elle doit être effectivement relancée, accompagnée de manière coordonnée si c'est nécessaire. Mais elle est là. Et quand on se compare à quelques années en arrière, on voit aussi que les déficits se sont améliorés.
partout, qu'il n'y aura bientôt plus de pays en procédure de déficit excessif, parce que nos amis espagnols vont en sortir aussi, que la dette publique se réduit, presque partout, et que donc la situation s'améliore. Et j'ajouterais surtout, je garderai le meilleur pour la fin, qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont un emploi en Europe et que les taux de chômage diminuent. Je ne me prononce pas sur la qualité de tous les emplois, mais je constate une amélioration de la situation. Ayant dit ça, je vois que la crise économique n'empêche pas la crise politique. Et cette crise politique, elle est due à d'autres facteurs. Et il y a tout de même des facteurs économiques qui me paraissent tout à fait majeurs. Et donc pour moi, la question centrale n'est pas la question identitaire, c'est pas la question migratoire. Je pense que l'Europe s'enorgueillit à accueillir des migrants tout en protégeant ses frontières. La crise migratoire, c'était en 2015, c'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les flux se sont considérablement réduits. Non, la vraie question, c'est la question des inégalités. Quand des hommes et des femmes manifestent, ce qu'on appelle les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils nous demandent ? Qu'est-ce qu'ils demandent ? Qu'il y ait moins d'inégalités dans la société. Et donc, il faut aussi que l'Europe contribue à la réduction des inégalités.